Bonsoir, merci beaucoup d'être aussi nombreux, c'est impressionnant. Alors, la formule de ce soir, je la veux interactive, c'est-à-dire que je vais me présenter 2-3 minutes pour que vous ayez des éléments de ma vie, mais après, donc il y a des papiers qui vont circuler, si vous en avez aussi, si vous avez des feuilles de papier, vous allez pouvoir les couper, et donc poser les questions que vous voulez pour que je puisse répondre à un maximum d'interrogations que vous avez sur ce sujet-là. Parce que, bon, normalement, ça demanderait même 5 jours qu'on passe tous ensemble à parler de ce sujet-là, tellement c'est vaste. Donc là, c'est une soirée, je vais essayer de traiter un maximum, mais au moins que vous ne partiez pas sans un peu l'essentiel. Voilà, donc je vais me présenter, mais d'ores et déjà, je vous distribue des papiers, et puis ce serait bien que, je vais vous laisser 5 minutes, pas plus, et que ceux qui veulent écrire une question l'écrivent, qu'on la fasse passer devant, et puis qu'après je puisse donc vous parler. Alors, moi je fais des conférences un peu partout, je pourrais vous parler pendant 45 minutes, je l'ai déjà fait et les gens se font passer, mais je me dis, là si en plus vous avez des questions, du coup ça nous permet vraiment d'être en dialogue, et puis moi aussi ça me déplace. Donc je peux... il n'y a pas une conférence qui se ressemble, quoi. Voilà. Donc déjà fait de passer, je te... Et puis, donc je me présente pour que vous ayez quelques éléments de mon parcours. Donc je m'appelle Philippe Arigno, c'est un nom espagnol, mon papa est espagnol. C'est pour ça aussi que je suis prof d'espagnol. C'est que j'ai appris l'espagnol quand j'étais petit. J'ai 32 ans, je suis né en 1980. J'ai grandi à Cholet, donc pas très loin d'ici. On vous entendez peut-être parler de moi parce que je prends position contre le mariage pour tous. Et que là, il y en a peut-être qui m'ont vu sur Complément d'enquête à France 2. Ils m'ont filmé pendant une semaine à France 2. Et puis d'ailleurs, il y a eu des images de Château-Gontier. Donc c'était pas très loin d'ici. J'ai un livre qui a été publié fin 2012, donc en octobre dernier, qui se vend déjà à 8000 exemplaires et qui a été soutenu par 11 évêques qui m'ont écrit personnellement. Donc vous voyez, c'est un phénomène. Alors j'en ai que 4 exemplaires, je suis désolé, ils ont tout raflé à Nantes, mais bon, au moins s'il y en a 4 qui les veulent, ils les auront. Et donc j'ai créé un site qui s'appelle l'Araignée du désert. Donc si vous voulez creuser la question de l'homosexualité, vous irez sur l'Araignée du désert. Voilà. Ma particularité, c'est que je dis que je suis homo, mais aussi que je suis catho, pratiquant, alors que pour les gens, ça va pas ensemble, en gros. Donc j'ai cette particularité-là, c'est vrai, et je défends ce que dit l'Église par rapport à ce sujet-là, puisque je suis d'accord avec ce que dit l'Église, et en plus je le vis. Et pour autant, voilà, je suis dans le milieu homosexuel, je vais dans les associations, dans les festivals, dans des groupes d'amis, dans le Marais aussi, puisque j'habite à Paris. Voilà. Donc on parlera de cet apparent paradoxe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, je vais vous laisser maintenant 5 minutes pour écrire vos questions. Alors on essaie de le faire dans le silence parce que comme ça va beaucoup plus vite et puis on pourra traiter toutes les questions. Merci. Donc les questions, elles peuvent arriver aussi en cours de route parce que vous découvrez, je vous ai pas tout dit. Donc vous les mettez sur le bord de la table et puis... Est-ce que tout le monde m'entend bien même au fond ? Ça va ? Oui. Depuis quand êtes-vous homosexuel ? Alors, j'ai pas la réponse, parce que même si c'était précoce, ma mémoire ne descend pas en dessous des 3 ans, donc j'ai pas la réponse. Maintenant, ce que je peux dire, c'est quand même
c'est quand même que c'est arrivé clairement dans mon esprit à 10 ans, donc au moment de la puberté. Donc c'est assez précoce. Mais c'est le moment aussi de l'entrée au collège et où, en tant qu'adolescent, on se pose des questions sur ce qui nous attire. Voilà. Je vais vous faire mon parcours sentimental en rapide. Donc j'ai découvert à 10 ans que j'étais attiré par les garçons et pas du tout par les filles. J'en ai parlé à 17 ans à mon frère et à mon cousin. Je voulais pas que mon frère jumeau, puisque c'est mon frère jumeau, je voulais pas qu'il s'identifie trop et qu'il se compare trop, donc j'ai préféré l'annoncer en triangulaire. Et donc bon, il se trouve que mon frère et mon cousin sont mariés maintenant, ils ont des enfants, mais voilà, ils ont trouvé ça étrange et je voulais quand même leur dire pour qu'ils le sachent. À 22 ans, j'ai fait mon coming out, donc à mes parents. Et de mes 22 à 29 ans, j'étais dans le milieu homosexuel. Donc, ce que je vous disais, les bars, les boîtes, les associations, tout ça. Et j'avais décidé de sortir avec personne. D'abord, par prudence, comme vous tous, c'est-à-dire que je voulais pas sortir avec le premier venu. Je voulais vraiment sortir avec quelqu'un dont j'étais sûr. Donc, avec un ami. Et puis cette prudence-là s'est transformée en méfiance quand je voyais ce que me racontaient mes amis et ce qu'ils vivaient en couple. Parce que je cherchais des modèles, je cherchais des références. Et en fait, j'en trouvais pas. Je voyais des couples qui étaient ensemble, hein, ça roulait à peu près, mais je trouvais pas de couple qui rayonne. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions et donc à me dire, je vais pas sortir avec une personne qui me plaît tout de suite, je vais attendre. Jusqu'à mes 29 ans, donc j'étais ce qu'on appelle puceau, quoi, vierge. Et à 29 ans, donc de mes 29 à 31, je suis sorti avec des garçons. Une dizaine. À la surprise générale, puisqu'à 29 ans, les gens s'attendaient déjà à ce que je sois soit prêtre, soit célibataire à vie, et je suis sorti avec des garçons. Et puis depuis janvier 2011, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que en fait je le sentais pas. Je le sentais pas et donc je suis ce qu'on appelle continent, je suis abstinent pour Jésus. Donc j'ai arrêté drague, masturbation, porno. Donc en janvier 2011. Et je vis comme ça. Voilà. Comment l'avez-vous ressenti? Comment cela s'est affirmé? Bon, c'est pas du jour au lendemain qu'on se réveille et puis qu'on se dit « Ah, je suis homo !» C'est pas ça. Mais c'est venu progressivement quand même. Et c'est venu par les films. Par les films, par les programmes télé. Donc vous voyez, c'est même pas des images érotiques. Hein, enfin, Télé 7 jours, c'est pas ce qu'il y a de plus porno, quoi. Et c'est aussi les catalogues par correspondance. Donc vous voyez les revues. Des images, quoi. C'est les images qui m'ont appris que j'avais un désir pour les garçons. Donc ça n'a pas été une honte, puisque c'était dans le secret. C'était entre ma télé et moi, ou une revue et moi. Ce qui a été difficile, c'est de ne pas correspondre au genre sexué garçon. Parce que ça m'a été fait... on me l'a fait sentir au collège. Parce que là, au collège... Et même maintenant, ça vient un peu avant. Les camps garçons-filles se dessinent clairement. Et là, on doit choisir son camp. On doit rentrer dans une case. Et moi, j'étais pas prêt à cette époque-là. Et puis, il y a les rites de drague aussi qui se mettent en place. Et moi, je voulais pas rentrer dans ces rites-là. Et l'entrée en 6e, ça a été un peu un choc. La 5e, là, ça a été carrément dur. Parce que les mêmes élèves de ma classe qui m'avaient élu délégué, et c'était pas un foutage de gueule, genre on va élire le pauvre type de la classe comme délégué, c'était pas du tout ça. C'était qu'ils sentaient qu'il y avait un vrai potentiel artistique. Je m'entendais bien avec les filles de la classe, j'avais fait un spectacle de fin d'année avec elles. Eh bien, ils sentaient qu'il y avait un potentiel, mais cette même classe s'est retournée contre moi en 5e. Et tous les gars de la classe m'ont encerclé dans un coin de la cour pour me faire ma fête, quoi. Tous les gars de ma classe. Ils l'ont même pas raconté aux filles, donc vous voyez, c'était
un craquage, quoi, un truc inattendu. Ils m'ont encerclé, ils m'ont soulevé par le pantalon, ils m'ont balancé des claques doigts, enfin, dans un collège, tout ce qui est de plus clean, privé, à Cholet. Voilà, donc c'est arrivé, et ils en ont pas reparlé. Ils en ont pas reparlé, et ils m'ont foutu la paix en quatrième, troisième, mais il y a eu ce moment-là où clairement, j'ai dit, les garçons, déjà j'avais peur d'eux et je me mêlais pas à eux et je leur donnais pas mon amitié, et c'est comme ça qu'ils se sont retournés contre moi, je crois. Mais j'ai pris mes distances de plus en plus, donc il y a des événements aussi qui font que tout d'un coup, je dis les garçons, c'est niette, quoi. Alors que maintenant j'ai des amis garçons et des vraies amitiés fraternelles, simples, pas du tout ambiguës, et je découvre l'amitié avec les garçons, mais que j'avais fui pendant toutes mes années collège et lycée. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que le lendemain de cet incident-là, en cinquième, il y a un garçon qui est venu me demander pardon. Alors qu'en cinquième, on n'a pas toujours conscience de faire mal et on n'a pas toujours l'énergie de demander pardon. Et il est venu me demander pardon. Un gars de la classe qui s'appelle Arnaud Le Mal, en plus. C'est quand même marrant. Le Mal. D'ailleurs, au nom de tous les mâles, il est venu me demander pardon. Alors moi, sur le coup, j'ai pas accepté. J'ai fait non, c'est pas grave, j'ai pas eu mal et tout. Mais n'empêche que, mine de rien, il m'a quand même demandé pardon. Et ça reste. Je sais pas ce qu'il est devenu. Comment réagissent vos élèves ? Super bien. Parce que, alors, je suis prof en collège. Je suis passé par le collège, mais j'ai surtout fait du lycée. En lycée général, à Longjumeau, donc en région parisienne, dans le 91. Et avant d'être installé à Longjumeau, j'ai fait plein de lycées, dont des lycées professionnels où c'était, l'année où j'ai fait un lycée professionnel, c'est un peu la ZEP, quoi. Moitié de la classe c'est noir et moitié maghrébin, des élèves qui a priori culturellement ne se disent pas ouais c'est génial l'homosexualité. Et c'est assez curieux parce que j'ai pas eu de rejet. Au contraire, il y en a, ils sont déjà tout excités d'avoir un prof homo. Ils sont tout excités aussi d'avoir un prof qui écrit des livres et qui passe à la télé, etc., qui fait de la radio. J'ai même invité une douzaine d'élèves dans mon lycée pro. J'ai invité une douzaine d'élèves à venir sur un plateau de radio pour parler, pour les interroger, donc parce que j'ai été chroniqueur sur Homo Micro à Paris Pluriel, la radio Paris Pluriel, qui est une radio libre à Paris. Donc je les ai même fait venir à ma radio. Donc c'est assez drôle. Cela dit, je crois que ça se serait très très mal passé si j'avais fait secret de mon homosexualité, ou si j'avais... le fait que je pratique pas. Parce que je suis abstinent. Je crois que ça résout énormément de choses. Ça résout énormément de choses parce que moi, je peux parler ouvertement de mon homosexualité sans la justifier, sans être prosélyte. Et donc les élèves, eux, le sentent parce qu'ils seraient très gênés que je pratique. Et je l'ai vu même dans le lycée pro, parce que certains, ils le vivraient mal. Ils le vivraient très mal. Et là, quand ils savaient que j'étais pas pratiquant, ça va. Et c'est même génial d'avoir un prof qui a cette particularité-là. Mais dans le lycée pro, par exemple, je voyais au départ, il suffit de taper mon nom sur Internet et il tombe sur l'araignée du désert, il tombe sur mon site. Et dans le lycée pro, je suis arrivé en septembre, j'avais 450 élèves, j'avais 17 classes, le truc de fou. Et j'entendais dans les couloirs « araignée du désert ». Donc je voyais qu'en janvier, ça commençait à venir, ça commençait à devenir une rumeur. Et quand je vois ça, moi il faut pas que j'ai peur. J'en parle à mes élèves, en leur disant, écoutez, voilà, ceux qui tapent mon nom sur Internet, vous tombez sur mon site, vous savez que j'ai écrit un livre, donc là on peut prendre 10 minutes à la fin du cours pour en parler. C'est pas tous les jours que vous avez un prof qui écrit des livres sur le sujet, sur l'homosexualité. Maintenant, moi je n'ai pas à vous dire si je suis homo ou pas.
J'ai pas à savoir si vous êtes homo ou pas, ça c'est de l'ordre du privé. En revanche, sachez que, voilà, j'ai écrit un livre sur ce sujet, donc si vous avez des questions, on en parle. Mais je garde quand même la juste distance entre ma vie intime et puis le public. Donc oui, j'en ai parlé, mais j'en ai parlé qu'une seule fois, parce que c'est pas non plus le lieu. Donc voilà, mais les élèves en général, ceux qui m'avaient fait chier avant, ils ont continué à me faire chier avant, et ceux qui m'ont accueilli, et les classes qui m'accueillaient, ils m'ont accueilli en tant que personne. Donc après, voilà, l'homosexualité, c'est une valeur ajoutée quand on la vit bien, parce que ça peut aussi se retourner contre nous si on le vit mal. Et je crois qu'en fait, les élèves, ils sont beaucoup plus, ils nous suivent beaucoup plus qu'ils sont méchants. S'ils sentent une peur, en général, ils attaquent. Et s'ils sentent que la personne est en paix avec son désir homosexuel, là, tout d'un coup, ils se disent pourquoi l'attaquer sur ça, il est bien avec, il assume, quoi. Et je me rends compte aussi que mes élèves connaissent pas grand-chose sur l'homosexualité. Mais parce qu'on est dans une société où, clairement, on nous explique pas ce que c'est que l'homosexualité. On nous dit t'es pour, t'es contre. Tout de suite, on nous demande de justifier. Alors qu'avant de savoir si on doit justifier, est-ce qu'on pourrait pas un peu expliquer ce que c'est? Donc je sais pas du tout. Ce qui est génial avec Internet, c'est que c'est un lieu, parce que moi j'ai pas le droit de parler de ma foi, je suis dans le public, j'ai pas le droit de parler de ma sexualité, parce que voilà, c'est pas une classe, c'est pas le lieu pour. Et en même temps, Internet, ils vont sur mon site, ou ils vont sur Facebook pour les anciens élèves. Et Internet, c'est un lieu où là, ils tombent sur ce que j'écris, et j'ai découvert que des anciens élèves maintenant m'écrivent en me disant « Merci monsieur de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, d'avoir fait lumière sur mes drames pour certains qui se sentent homo. » Enfin, moi je trouve que Internet, pour ça, c'est génial, parce que c'est un lieu entre le réel et le virtuel, et qui permet parfois de mettre des mots sur ce qu'on peut pas dire dans un cadre précis comme le cadre scolaire. Et c'est très bien qu'on puisse pas le dire, que le milieu scolaire soit aussi un lieu où il y a des règles. Mais cela dit, Internet comme ça permet de faire passer des messages, parce que mes élèves, ils doivent halluciner que je parle de ma foi comme ça, quoi. Parce qu'on peut pas en parler dans le public. Vous est-il arrivé de vous sentir discriminé à cause de votre homosexualité? Oui. Oui, mais le pire, c'est quand j'ai été discriminé par rapport à mon homosexualité, ça venait que des personnes homosexuelles. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas homosexuelles, a priori, elles sont bienveillantes. Et celles qui m'ont vraiment discriminé, ce sont les personnes qui n'étaient pas très à l'aise avec leur sexualité et qui étaient des anciens ou des futures personnes homosexuelles. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que sinon, enfin voilà, vous, depuis que je suis rentré dans la salle, j'ai pas reçu de tomates, je me suis pas fait traiter de pédé ou d'enculé, ou voilà. Donc a priori, il y a une bienveillance. Et que, quand il y a attaque, en général, c'est qu'il y a un problème chez la personne qui attaque par rapport à ce sujet-là. Et moi, je peux vous dire, pour revenir sur mon boulot de prof, les seuls élèves qui m'ont fait suer avec l'homosexualité, c'était soit les plus efféminés, soit ceux qui au contraire roulaient les mécaniques et jouaient les hétéros, parce qu'en fait, ils ont aucun succès avec les filles, et qui sont très mal dans leur sexualité. C'est-à-dire que attaquer une personne homosexuelle, c'est déjà un aveu d'une sexualité pas claire, blessés. Après, quand je dis ça, je mets pas dans le lot ceux qui font des blagues à péter, parce que voilà, dans les vestiaires en foot, enfin, ça fuse, quoi. Et parce que c'est drôle aussi, parce que ça sert aussi à démystifier un peu le phénomène. Et puis on en entend tellement parler que maintenant c'est rentré dans le langage usuel. Bon.
Moi, je parle des attaques. Je parle pas de la gêne par rapport à l'homosexualité. Et les attaques, quand j'ai été discriminé, c'est clair et net. Même les gars de la classe, en 5e, c'est pas pour des prunes que ce soit en 5e. C'est au moment, justement, où les personnes ne savent pas où elles en sont au niveau de leur sexualité, où elles se construisent, et du coup, elles se sentent mises en danger par le différent. Et c'est là qu'elles attaquent. Mais une personne qui est bien dans sa sexualité, en quoi elle peut se sentir mise en danger par une personne homosexuelle? Moi, franchement, je vois pas. C'est-à-dire que les attaques homophobes ont toujours lieu quand, en fait, l'agresseur ne supporte pas de voir chez sa victime sa propre blessure de sexualité. Et à tous les coups, et croyez-moi, sur l'homophobie, j'en connais un rayon. Parce que mes amis se sont fait attaquer, moi je me suis fait attaquer, et j'ai des amis qui se sont fait jeter du haut d'un pont à Angers, parce que quelqu'un leur a demandé du feu, et puis que c'était... en fait, l'agresseur n'a pas supporté la drague de cet ami-là. J'ai vu des amis qui se sont fait tabasser, insulter, même tuer chez eux. J'ai un ami qui a été tué chez lui. Mais en général, moi je connais pas de cas où l'homophobie n'a pas lieu dans un cadre de pratique homosexuelle, où l'agresseur n'est pas homosexuel. C'est-à-dire que l'agresseur homophobe est toujours homosexuel. Soit parce qu'il refoule son homosexualité, ça veut dire qu'il la nie, il dit non, je suis pas comme ça, et du coup il attaque, ou alors c'est soit parce que l'agresseur est excessivement homosexuel, excessivement assumé. Et moi je peux vous dire que c'est ça le paradoxe. On nous dit l'homophobie, ça vient de l'extérieur, c'est le diable extérieur. Alors que tous les cas d'homophobie que je connais, c'est les agresseurs sont homosexuels. Et aussi ceux qui disent ouais, moi depuis mon coming out, je me suis assumé, je me suis accepté moi-même. On est les pires. On est les pires entre nous. On supporte pas les mecs efféminés, on supporte pas les filles un peu masculines. On supporte pas de se dire du milieu homosexuel. Je connais pas de personnes homosexuelles qui se disent du milieu. Tout le monde se dit hors milieu. On supporte pas d'entendre parler d'homosexualité. Et même les personnalités médiatiques qui se présentent comme homo, les seules lettres d'insultes qu'elles reçoivent, je peux vous dire, c'est que des personnes homosexuelles qui les écrivent. Donc au bout d'un moment, l'homophobie, j'aimerais qu'on regarde, et je parle surtout à nous, personnes homosexuelles, j'aimerais qu'on regarde l'identité de l'agresseur. Parce que l'attaque contre les personnes homosexuelles a toujours lieu en lien avec la pratique homosexuelle, donc dans des sphères amoureuses et prostitutives. Alors après, si vous avez des questions sur ça, j'en connais un rayon et je peux vous en parler. Alors, comment l'ont vécu vos parents? Alors, si je compare avec les coming out, parce que le coming out, donc c'est la sortie du placard, c'est révéler son homosexualité. Je l'ai fait donc en fait je vous ai dit 22 ans, mais c'est 21 ans. J'avais presque 22. Je trouve que si je compare, mon coming out est un peu moins catastrophique que ceux que j'ai entendus. Après, il y en a peut-être qui se passent bien, mais en général, ça tient en une phrase. Ben voilà, papa et maman, je suis homo. Voilà, c'est pas un choix et j'espère que vous m'accepterez, quoi. Et puis les parents qui jouent le rôle qu'on leur dit dans les séries, et puis qui parfois est sincère. Enfin, je me moque pas, mais c'est je t'accepte tel que tu es, tu seras toujours mon fils, l'important c'est ton bonheur. Voilà, allez, au revoir. C'est ça tient en 3 phrases. Alors moi j'ai écrit une lettre de 7 pages à mes parents pour leur dire que je ressentais un désir homosexuel en moi, mais je ne me réduisais pas à mon désir homosexuel, parce que ma vraie identité, c'est pas homo, je suis pas un homo. Ma vraie identité, c'est celle de garçon, donc d'homme, qui est donnée par la différence des sexes, et parce que j'ai eu la chance de l'apprendre, celle d'enfant de Dieu. Donc c'est ça, moi, ma vraie identité. Après, mon désir homosexuel, il est profond sans être fondamental. C'est un peu compliqué. Il est profond parce que, ce qui touche à la sexualité, c'est quand même plus important que simplement les goûts. Parce que certains disent, ouais, être homo, c'est comme être gaucher, c'est comme être droitier, c'est comme avoir les yeux bleus. Non. Ce qui touche à la sexualité, c'est plus profond. C'est même plus profond que l'éducation qu'on a reçue,
que notre religion, notre culture, nos goûts, c'est plus profond que ça. Donc je dis quand même que je suis une personne homosexuelle, mais en fait ce que je devrais dire, c'est que je suis un homme qui ressent un désir homosexuel plus ou moins durable, qui a l'air durable, mais qui est plus ou moins durable. Mais c'est pas, on se définit pas par son orientation sexuelle, et encore moins par sa pratique sexuelle. Et ça, c'est hyper important, parce que nous, notre société, maintenant, définit les personnes selon ce qu'elles aiment et ce qui les attire sexuellement. C'est grave, quoi. C'est grave parce que la sexualité, ça évolue. Qu'est-ce qu'un adolescent de 15 ans sait de sa sexualité? Comment on peut l'enfermer à 15 ans, ou comment peut-il lui-même s'enfermer dans une étiquette selon ce qu'il ressent à 15 ans alors qu'il est en pleine construction? Et là, je vois que de plus en plus les coming out se font super tôt, trop tôt, à des périodes où en fait les gens se construisent, donc ils savent pas qui ils sont, et ils s'enferment, ils se collent un post-it là, homo, bi, hétéro, enfin, attendez, mais la sexualité, c'est un chemin, et en plus c'est une personne qui va vous apprendre qui vous êtes. Et c'est par la différence en plus qu'on apprend vraiment qui on est. Donc pourquoi enfermer les gens dans ce qu'ils ressentent? Même si c'est, voilà, ça peut être sérieux. Et pourquoi les enfermer dans une pratique? C'est important de respecter la liberté des gens et de considérer que la sexualité, ben, c'est un chemin dont on ne connaît rien. On ne peut pas se réduire à une étiquette. Alors, mes parents ont pleuré. Souvent, on dit, ouais, les parents qui réagissent mal, c'est parce qu'ils sont égoïstes, ils pensent aux petits-enfants, ou alors ils ont les idées très étriquées, enfin, c'est leur culture judéo-chrétienne. En fait, moi, je remercie dans mon livre les parents qui ont pleuré. Parce que, si vous voulez, ils entendent en fait, moi, en leur annonçant mon homosexualité, je leur annonce que je rejette la différence des sexes, de par mon désir, qu'ils ont essayé de vivre tant bien que mal. Ça peut pas être génial pour eux, parce qu'ils l'entendent comme un échec de leur part. Puisque si j'ai rejeté la différence des sexes, alors que eux, ils en sont les meilleurs représentants, c'est difficile pour des parents d'entendre ça. Et je comprends. Ils entendent aussi que je vais choisir un chemin d'amour qui risque d'être plus compliqué. Parce que la différence des sexes, même s'il y a des couples qui l'intègrent et qui n'en profitent pas, eh ben quand elle est là et qu'elle est accueillie dans un couple, elle apporte beaucoup de simplicité, de la complémentarité, du réel aussi. Et le couple homosexuel, lui, il éjecte la différence des sexes. C'est un couple qui est moins ancré dans le réel. Parce que sans la différence des sexes, on serait pas là ce soir. On serait pas là. Donc c'est pas une petite différence, c'est celle qui fait qu'on existe, c'est ce qui définit notre réalité. En amour et en couple, c'est ce qui fait que l'amour devient complémentaire, devient simple, humoristique, parce que c'est drôle la différence des sexes. Vous voyez, quand on fait des blagues sur les mecs ou quand on fait des blagues sur les filles, tout le monde se marre, parce qu'on sent bien que c'est la différence, c'est ce qui nous aide à aimer. Donc le couple homosexuel se prive de cette différence fondamentale. Donc pour vivre l'amour, c'est moins simple. Et après, quand c'est donné, la différence des sexes, en plus, elle ouvre à la vie, à la famille. Donc la différence des sexes, en gros, si je résume, c'est ce qui nous définit déjà en tant qu'individu, c'est ce qui nous aide à vivre l'amour en couple, et c'est ce qui nous aide après à nous ouvrir à la vie par la famille. Donc le couple homosexuel se prive de cette différence fondamentale. Et ça a des conséquences. Donc les parents, quand ils entendent qu'on va choisir ce chemin d'amour du couple homosexuel, ils se disent « Ah ouais, ça va être moins simple. Ça va être moins simple. » Et puis après, ils entendent aussi qu'on va se priver du bonheur d'être parents. Alors qu'eux, ils le connaissent, le bonheur d'être parents, puisqu'on est en face d'eux la preuve vivante de leur bonheur d'être parents. Donc tout ça, mêlé, je comprends que les parents pleurent, et que ce soit pas évident. Et ça n'a rien à voir avec leur égoïsme, même si après, il y en a certains qui ont pu sortir des maladresses parce qu'ils savaient pas comment réagir. Et ils entendent, en gros, un mal-être qui est exprimé. Parce que oui, rejeter la différence des sexes, c'est rejeter qui on est. Parce que nous-mêmes, notre corps témoigne de la différence des sexes. Garçon ou fille, on est sexué.
Donc ils entendent un mal-être, donc on peut pas applaudir au coming out. Ça se passe pas comme au cinéma. Alors comment ça se passe avec vos élèves? Bon, j'ai dit, vous le vivez bien d'être prof, métier? Ben oui. Je le vis bien. Mais c'est des bonnes questions. Je le vis bien et en même temps je souffre de ne pas pouvoir parler de Dieu. Donc là j'ai pris une année de disponibilité, mais j'ai envie de me donner plus à Dieu et aux pauvres. Et je ne vais pas rester dans cette situation-là, il va falloir que je tranche à un moment donné. Donc j'aime beaucoup mes élèves aussi me le rendent bien, mais je sens que j'ai quelque chose de plus grand à faire, même si le métier de prof c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai. Alors, avez-vous déjà eu des relations physiques avec un homme? C'est une très bonne question. Oui, évidemment, je vous ai parlé de la période donc de 2009 à janvier 2011. Pour vous parler des relations que j'ai vécues, c'était pas du tout cata. Ça a toujours été dans des contextes de sincérité, même si, finalement, globalement, on s'est toujours précipité et qu'on n'a pas pris le temps, en fait, de se connaître. Mais c'était pas dans une backroom, en boîte, dans un placard à balai. Enfin voilà, ça n'a jamais été glauque. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vivais, même si je trouvais ça bien, même si je trouvais ça sympa, je dis ça parce que sur les sites de rencontres, c'est je cherche une rencontre sympa, je cherche une rencontre bien. Qui veut vivre une tranche de vie avec moi? Tranche de vie, tranche de cake. Non mais attendez. Déjà, je trouve que l'amour, c'est quelque chose de grand et c'est le meilleur. Et que nous tous, on a besoin, en amour, de viser le chemin du meilleur. Si on cherche à se caser, et si on est juste avec quelqu'un de bien, ben, on est entouré de gens bien, on ira voir ailleurs. On a besoin d'être avec le meilleur. Sachant que le meilleur, c'est pas le parfait. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur leur chemin de meilleur qui disent « elle, c'est la perle rare ». Donc on peut tomber sur plein de gens bien, mais on a besoin d'être avec la perle rare, qui montrera ses défauts. La perle rare, c'est pas la perfection. Mais en tout cas, c'est notre perle rare. Et quand on choisit pas le meilleur en amour, je parle même des célibataires consacrés, les prêtres, les religieuses, eh bien il y a une insatisfaction parce qu'on a choisi le confort, mais on n'a pas choisi le meilleur. Et donc moi ce que je vivais en amour, c'était bien, c'était le confort. Je découvrais, enfin voilà, même le sexe homo, et je découvrais que bah, j'ai aimé ça, je le dis. Hein. Même l'affectivité, être en couple, être amoureux, tout ça c'est agréable. Et il me manquait quelque chose. Alors au départ je me disais, bon, c'est parce que je suis pas sorti avec le bon, donc je changeais. Et après, quand je voyais que le problème ne venait pas des gars avec qui je sortais, qui sont adorables, ni moi de ma propre valeur, c'était pas une affaire de personne. Le problème ne venait pas non plus de notre capacité à aimer, parce que dans un autre cadre, je crois qu'on aurait pu aimer, mais que le problème venait de la structure conjugale homosexuelle, qui, comme je vous disais, est une structure moins comblante, moins satisfaisante, moins incarnée, puisqu'on a viré le réel, dont la différence des sexes est le rock. Eh bien j'ai dit, en fait le problème c'est le chemin, enfin c'est la structure conjugale, c'est pas les personnes homosexuelles, puisque nous, franchement, enfin si vous nous rencontrez individuellement, et vous avez peut-être des amis, des frères, des cousins, un oncle qui est homosexuel, individuellement, on est des crèmes de garçons, et on est des filles adorables. Donc là vraiment je porte aucun jugement sur les personnes homosexuelles. On est en plus parfois très sensible, très artiste, un peu frivole. Et je peux vous dire là, l'homosexualité, vécue en amitié,
c'est hyper sympa. Enfin, il y a des gens même qui viennent dans nos soirées en se disant ouais, c'est largement plus frivole, plus excentrique, on se marre. Avec les personnes homosexuelles, on danse sur du Laurie et sur Mylène Farmer et on se marre. Bon. N'empêche que ce qui est compliqué, c'est les relations amoureuses. C'est le choix d'amour. Ça, c'est compliqué. Et que on peut avoir un avis très extérieur à travers une personne homosexuelle qu'on connaît sur le milieu homosexuel. Mais en revanche, ce que nous vivons en amour, là, c'est plus drôle du tout. Parce que là, c'est compliqué. Et moi, je me suis rendu compte que, en effet, cette structure-là était compliquée et ne me remplissait pas, me comblait pas. Non pas que c'était nul, non pas que c'était nul. C'est ça le truc de... C'est ça toute la difficulté avec l'insuffisance. Quand quelque chose est insuffisant, ça veut pas dire qu'il y a rien, que c'est de la merde, que c'est nul. Non, c'est juste insuffisant. Et qu'il y a mieux. Et moi, j'avais besoin de ce meilleur-là. Et en général, les personnes qui voient le milieu homosexuel de l'extérieur se rendent pas compte que le problème n'est pas les personnes homosexuelles, mais la pratique homosexuelle, le couple homosexuel, la structure conjugale. Donc on peut... Un jour, j'étais à Caen, en conférence, et il y a une mère qui est venue me voir, et elle m'a dit bon, j'ai un fils homo, ce que vous me dites, c'est ce que vous dites sur l'homosexualité, je peux pas le nier, c'est vrai que c'est terrible, quoi. En même temps, moi, je dresse pas un tableau noir, mais juste, je dis ce qui se passe à l'intérieur, et je dis la violence de la pratique homosexuelle, parce qu'elle est réelle. Vous voyez, j'ai 60 amis qui ont été violés, quand même. 60 amis homos qui m'ont dit qu'ils ont été violés. Donc, quand je parle de violence, je connais de quoi je parle. Et je l'aurais jamais imaginé en rentrant dans le milieu homosexuel, je l'aurais jamais imaginé, et je fais pas de règles en disant ça. Je dis simplement qu'il y a une violence qu'en fait les gens ne voient pas, parce que nous-mêmes, personnes homosexuelles, nous n'en parlons pas. Donc c'est pas de votre faute, et il y a un silence, une censure autour de l'homosexualité qui est hallucinante. Donc, avant de nous applaudir, avant de vouloir notre bien, interrogez-vous sur ce qu'on vit. Intéressez-vous à nous, à ce qu'on vit. Parce que y en a beaucoup qui disent « Ah non, mais moi j'ai un meilleur ami homo, c'est génial. Je suis très ouverte. » Mais ces gens qui sont anti-homophobie ou qui sont gay-friendly, mais est-ce que vous savez ce que nous vivons en amour? Au-delà de l'aspect extérieur, amical, est-ce que vous savez ce que l'on vit? Donc... cette mère-là, pour revenir à cette mère, elle m'a dit c'est terrible ce que vous dites. Parce que le coming out avec mon fils m'a vraiment rapproché de lui. Et j'ai dit à cette mère, mais je n'en doute pas, madame, vraiment, je crois que c'est vrai. Que le coming out, le fait que votre fils vous ait dit qu'il était homosexuel, ça a créé une complicité nouvelle, parce qu'il a dit son secret, et que voilà, c'était pas évident, et que ça vous a rapproché. Mais après, je lui ai demandé, mais est-ce que votre fils est heureux en amour? Et là, en fait, rideau, elle n'a pas su me répondre. Et je voyais bien qu'en fait, elle acquiesçait en disant, ouais, le problème c'est l'amour. Donc on peut s'entendre bien avec une personne homosexuelle parce qu'on en connaît une dans notre sphère amicale, parce qu'on lui veut tout le bonheur du monde. On peut s'entendre bien avec un collègue de bureau, avec un cousin, avec un fils. Mais le problème de l'homosexualité, c'est pas la relation qu'on a avec les personnes homosexuelles, qui peut être très bonne. C'est ce qu'elles vivent après en amour, et qui est pas simple. Et là, je vous assure que franchissez les portes des bars. Franchissez même, sans parler des bars et du milieu homosexuel marchand. Rencontrez les couples homosexuels. Et là, vous voyez que c'est pas simple. Et mes amis qui sont en couple durable les plus solides, c'est justement ceux qui ont conscience des limites du couple homosexuel et qui disent que c'est pas simple. Donc même eux, mes amis qui vivent depuis 20-30 ans ensemble, eux disent « Ouais, ce que tu dis, c'est juste. » À Lyon, il y a un type, il s'est levé du fond de la salle en disant « Voilà, je suis depuis 20 ans en couple avec un mec, et je peux vous dire que ce que dit Philippe Arigno, c'est vrai. » Tout le monde est resté, et c'est des gens qui sont en couple qui me donnent le plus raison. Donc, le couple homosexuel n'est pas simple. Et souvent violent.
Excusez-moi. Alors il y a une autre question, mais c'est exactement la même, et ça vous titille, donc il faut que j'insiste. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec un homme? On nous dit, l'important c'est d'aimer. Peu importe le sexe de la personne. C'est une rencontre, quoi. Je peux tomber amoureux d'un gars, je peux tomber amoureux d'une fille. Je ne sais pas, je ne décide pas, c'est une aventure. C'est ça qu'on nous dit. En gros, soyez tous bi. C'est génial, faut tester. En fait, l'acte homosexuel, il n'est pas neutre. Pourquoi il n'est pas neutre? Pourquoi c'est pas un acte comme un autre? C'est parce que c'est un acte qui éjecte la différence des sexes. Donc je vous disais, c'est le roc du réel. C'est ce qui nous permet de mettre de la différence, de la complémentarité et de l'incarnation dans notre amour. Et donc l'acte homosexuel n'est pas neutre, parce qu'il vire ce réel-là. Et souvent j'ai entendu, même dans les talk-shows, dans les plateaux télé, des personnes qui racontent leur première fois. Et où elles disent, c'est bizarre, en même temps c'était ce que je voulais absolument vivre, j'avais complètement idéalisé le truc, et quand je suis passé à l'acte, j'ai été catapulté dans un autre monde. Ça je l'ai entendu d'une fille dans Ça se discute, qui est une émission qui n'existe plus, mais elle disait ça, j'ai été catapulté dans un autre monde. C'est-à-dire que c'est pas un acte qui a l'air comme ça violent, d'emblée, mais où c'est bizarre. Ça correspond à nos fantasmes, mais il y a comme quelque chose d'irréel qui a été vécu. Il y a un ravissement d'abord, et puis après une violence. Et d'ailleurs, après, elle parlait des violences qu'elle avait vécues avec sa copine. Et alors, j'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails de mon dictionnaire. Vous irez voir sur l'araignée du désert, mais il y a un des codes, il y a 186 codes, il y a un des codes, c'est la première fois. Donc je parle d'abord du personnage homosexuel qui raconte son initiation. La première fois qu'il a soit embrassé, soit couché, qu'il a couché avec quelqu'un du même sexe. Et en général, ça se passe pas bien. Même des films, c'est ça qui est paradoxal, même des films qui veulent donner une image positive de l'homosexualité. C'est-à-dire que l'initiation est pas simple. Et quand vous interrogez même, si vous pouvez, parce qu'en général, on n'aime pas en parler, cette première fois-là. Si vous interrogez des personnes homosexuelles sur la première fois, ça n'a pas été libre. Ça n'a pas été libre et ça a été bizarre. Soit parce que c'était alcool, soit parce qu'ils ont été forcés par quelqu'un, soit parce que ils connaissaient pas la personne. Alors je dis pas que l'initiation en matière de sexualité est simple, parce que même entre un garçon et une fille, ça peut mal se passer. Et en général parce que les étapes ont été brûlées et parce qu'il n'y a pas eu de liberté. Mais n'empêche que c'est très marqué dans les relations homosexuelles. Alors après on peut dire parce que c'est des relations qui sont pas valorisées socialement, parce qu'on est une minorité, etc. Ce qu'on veut, mais n'empêche que l'initiation se passe mal. Et donc ces héros homosexuels, leur première fois, ils se mettent à pleurer, ou alors ils pètent un câble. Il y a un truc violent qui se passe, quoi. Et j'ai interrogé mes amis pour savoir comment s'était passé leur première fois, quand ils osent m'en parler. C'est souvent lié à un viol, souvent lié à... Ils ont pleuré, ils ont fondu en larmes. Il y a quelque chose de l'ordre de l'initiation à l'acte homosexuel qui soit ravit, qui a l'air irréel, soit qui carrément se passe mal. Donc c'est important de le dire, parce qu'on nous dit « bah non, bah, l'important c'est d'essayer, c'est banal, quoi ». Eh ben je crois pas. Dans les faits, en tout cas, ce que je vérifie, c'est que passer à l'acte homosexuel, ce n'est pas neutre. Alors après, pour toutes les histoires de viol dont j'ai entendu parler, je peux après témoigner, mais si l'Église et la Bible font tout un pataquès sur les actes homosexuels en disant ce sont des actes intrinsèquement désordonnés, attention, ce n'est pas des actes banaux, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas simplement parce que culturellement, on veut pas accepter ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de l'expulsion de la différence des sexes qui est la vie, qui nous titille, quoi, qui nous gêne. Et à juste raison. Allez, l'avion. Alors, comment votre famille l'a-t-elle ressenti en l'apprenant? Alors, je vous ai dit pour mes parents,
ce qui est drôle, c'est que chez mes frères et sœurs, donc on est 5, ceux qui ont le plus applaudi, c'est ceux maintenant qui finalement n'ont pas compris ce qu'ils accueillaient et qui me rejettent. Donc ça prouve bien que les gay-friendly, ils sont gay-friendly pour eux, mais ils pensent pas à la personne qu'ils accueillent et ils savent pas qu'est-ce qu'ils accueillent. Alors que ceux qui m'ont le plus respecté, c'est ceux qui n'ont pas sauté au plafond en se disant « Ouais, j'ai un frère homo, c'est génial !» Et c'est ceux qui savaient la gravité de ce que je leur annonçais. Quand je dis gravité, c'est pas... c'est le drame. Ils savaient qu'ils accueillaient un mal-être. Et donc ils m'ont pas réduit à mon mal-être, mais ils n'ont pas sauté au plafond. Et ils m'ont pas dit « Bon ben, tu me présenteras ton copain ?» Et eux, ils m'accueillent. Eux, ils m'ont accueilli en me disant bah écoute, on est là. Et puis on fera avec cette donnée-là supplémentaire. Donc merci de nous l'avoir dit. Mais mes parents, par exemple, ils ont pas applaudi. J'ai un frère et une sœur. Enfin, en fait, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Et mon frère et ma sœur qui n'ont pas applaudi, avec qui je partage la foi, on est très très proches maintenant. Très très proches. Et eux, oui, ils n'ont pas pris position. Pour eux, j'étais toujours Philippe. Alors, il y a des questions. Si vous avez d'autres questions, parce que là, en fait, il y a des choses que vous apprenez aussi, vous pouvez les faire passer devant. Alors, vivez-vous bien votre homosexualité? C'est une très bonne question. Moi, je crois que oui. Parce que, déjà, si je la vivais mal, je pourrais pas vous en parler. C'est tout bête, hein, mais je pourrais pas vous en parler. Et puis, l'homosexualité, alors c'est une blessure, c'est vrai que c'est une blessure. Je dis pas ça parce que je veux absolument dire oui, nous, personnes homosexuelles, nous sommes en souffrance, accueillez-nous, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je vois qu'il y a de la souffrance et que dans les vécus, dans la vie des personnes homosexuelles, souvent il y a des souffrances qui ne sont pas dues nécessairement, et loin de là, aux parents ou à la famille d'ailleurs, dans laquelle ils ont grandi. Et il y a des souffrances, et en plus on les décrit comme ça. C'est-à-dire que dans les œuvres homosexuelles, les auteurs, les artistes, quand ils parlent de l'homosexualité, ils représentent un personnage qui a une blessure. Souvent, il y a le personnage d'Albator qui revient. C'était un personnage de dessin animé, un personnage balafré avec une cicatrice, ou des corps coupés en 2. On représente souvent ça. Donc, quand je dis blessure, c'est que je me base sur ce que nous, personnes homosexuelles, nous disons. Même si nous voulons en donner une image positive, on parle quand même d'une blessure, d'une fissure, de quelque chose qui n'a pas, qui nous a blessés. Donc on parle de cette blessure-là, donc moi je parle d'une blessure. Mais après, ce qui est positif, faites comme la dame, hein, mettez des questions. Ce qui est dur, c'est pas d'être blessé, parce qu'on est tous blessés. On a tous des blessures, et notamment dans le domaine de la sexualité, parce que la sexualité, c'est justement le lieu de notre coupure. Sexualité, ça vient de sécare en latin, qui veut dire couper. Donc, on est tous, au niveau de la sexualité, sur le terrain de notre manque et d'une blessure. Ce qui est dramatique, c'est de cacher cette blessure. Parce qu'il y a toujours des choses qui nous blessent, mais qu'on porte comme une honte. On fait comme si tout allait bien, non ça va, je suis pas blessé, j'ai pas de défaut. Et c'est là que notre blessure pourrit. Parce qu'on la garde comme une honte, et on joue les coqs. Et on vit dans une société où on nous force à jouer aux durs, aux gens parfaits, qui vont bien. Il faut surtout pas montrer notre fragilité. Eh bien moi, ce que j'ai compris, c'est que le vrai bonheur et le vrai amour, c'est de donner nos blessures. Parce que c'est quand on se donne avec nos blessures que tout d'un coup notre blessure, ça devient un cœur ouvert, ça devient une porte. Alors que quand on la cachait,
ben, elle pouvait pas être ouverte, elle pouvait pas être un cœur ouvert. Et j'en parlais avec Jean-Baptiste Ibon, qui est un gars qui maintenant est marié, a 2 enfants, et qui est fortement handicapé moteur. Et quand on le voit, franchement, il parle comme ça. Il a énormément de problèmes à s'exprimer, il se déplace. On a l'impression que c'est Quasimodo, il nous postillonne dessus. Et c'est un de mes meilleurs amis. Et lui me disait, mais toi et moi, on est pareil. Philippe, on est pareil. Parce que il me disait, on a assumé notre blessure. On a donné notre fragilité. Et quand on donne sa fragilité, on aime vraiment. Parce qu'on joue plus de rôle. Et ceux qui nous ont vus avec notre fragilité, c'est nos meilleurs amis. Ou c'est notre femme, ou c'est notre mari. Et c'est ceux qui nous ont vus à poil. Et je crois que, ben voilà, si moi, par exemple, mon homosexualité, ben oui, je vous montre que c'est une blessure. J'ai bobo. C'est pas très beau une blessure, c'est une croûte, c'est même parfois tout sanguinolent, c'est pas beau. Mais en revanche, la donner et la montrer, ben, ça lui donne tout son sens. Donc je vous encourage, pour vivre vraiment heureux et aimé, parce qu'on aime vraiment que quand on donne tout son être, et notamment ses blessures, ben, je vous engage à vous donner aussi dans vos points faibles. À vous donner dans vos blessures et vos fragilités. Donc oui, mon désir homosexuel, c'est pas « ouais, c'est génial d'être homo », c'est pas une grâce d'être homosexuel. Je pense que Dieu ne m'a pas voulu comme ça, mais en revanche, c'est chemin de grâce. Parce que c'est donné. Et depuis que je suis continent, c'est-à-dire que depuis que j'ai donné mon désir homosexuel à Jésus, avant, j'étais pas renfermé sur moi-même. Mais là, c'est comme s'il y avait un rayonnement qui me dépasse, mais complètement. J'ai des amis comme je n'en ai jamais eu. J'ai un rayonnement artistique, intellectuel, professionnel, amical, je vous disais, spirituel. J'ai jamais vécu ça. Jamais, jamais. J'ai jamais été aussi libre, en fait. Ce qui est paradoxal, parce qu'on peut se dire, mais attends, le jour où tu vas tomber amoureux d'un gars, comment tu vas faire ? Et puis tu t'es privé du couple, tu t'es privé du plaisir sexuel, mais comment tu fais ? Comment tu peux être heureux ? Tu dois être frustré. Ben, je vous assure qu'en fait, les vrais frustrés, c'est ceux qui, justement, enchaînent des aventures pour fuir la frustration et qui, ben, du coup, ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Alors que les personnes vraiment libres, c'est celles qui sont capables de se contenir de temps en temps et du coup qui goûtent au plaisir de la sexualité, le vrai. Parce que moi, si j'aime beaucoup le chocolat, si j'en prends un petit peu, je le savoure. J'ai un plaisir à manger du chocolat. Mais si je m'en goinfre, là, non seulement j'ai plus de plaisir, j'ai trop mangé, mais en plus, je fais plus honneur ni au chocolat, ni au plaisir. Alors, êtes-vous issu d'une famille catho ? Oui. Alors, mon père allait être père blanc en Afrique, donc missionnaire en Afrique, et ma maman est aussi catholique pratiquante, une famille de 11. Et moi, je trouve quand même, si vous avez la chance de le découvrir, parce que vous êtes peut-être à un âge où fait chier la messe, bon voilà, tout ça, c'est des histoires. Moi, maintenant, quand je vois que la messe, c'est pas seulement l'activité yoga de la semaine, mais que c'est en plus, je ne m'ennuie plus à la messe. Je l'attends même, je trouve que c'est pas assez long. Je me dis, franchement, mais merci papa et maman de m'avoir transmis la foi catholique. Merci, 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 parce que les gens avec qui vraiment j'échange, les gens les plus profonds de mon entourage, même si voilà, je suis dans le milieu artistique aussi. Vous voyez, j'ai fait les cours Florent, j'ai fait 2 ans en école de one-man show à Paris. Je suis à l'éducation nationale, je rencontre des gens qui sont pas croyants, mais les gens qui me comprennent le plus et avec qui je me marre le plus, ben, c'est des cathos. Et malgré moi, ça veut pas dire que je choisis mes amis selon leur foi,
mais je remarque que ceux avec qui vraiment je peux aller au fond, qui me comprennent vraiment, c'est des cathos. Donc, et puis l'Église, quand vous commencez à lire la vie des grands saints, à lire ce que dit le pape, parce que bon, on a un nouveau pape, mais notre ancien pape, franchement, mais ce qu'il disait sur l'homosexualité, j'ai pas une virgule à retoucher. Je me dis, mais quel trésor on a d'être catho. Après, bon, bah, si je trouve mieux ailleurs, j'irai, mais bah, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait un mémoire sur les sectes pentecôtistes au Guatemala. Je rencontre des juifs, je rencontre des musulmans, je rencontre des protestants, mais je peux vous dire que, enfin, on est gâtés avec le catholicisme. Donc, vous avez un trésor. Si vous vous en rendez pas compte, allez à la messe, et puis après, alors, j'ai fait un clip, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle C'est bien gentil. Alors je me suis fait casser parce qu'il est passé sur SLG, donc salut les geeks. Et puis bon, les internautes ont vu, c'est un truc de merde, on va disliker sur YouTube. Mais ça a fait un buzz pas possible. Ils en ont même parlé sur Europe 1, et je prépare maintenant un album. Et je dis, la chanson, c'est en gros, c'est bien de se dire croyant, mais si t'es pas pratiquant, qu'est-ce que tu fais de ta croyance? C'est bien beau d'avoir des valeurs, mais incarner ta foi, c'est aller à la messe. Donc voilà, donc c'est une chanson pour aller à la messe. Vous irez voir, c'est bien gentil sur YouTube si ça vous intéresse. Et puis si vous pouvez liker, ce serait sympa aussi. Bref, moi je m'en fous de ce que pensent les gens. Enfin, je m'en fous des dislikes. Bref, juste une chose par rapport à la foi. La chance que j'ai eue, c'est que mes parents, ils m'ont amené à la messe dès tout petit. Et je dis d'ailleurs que le plus beau jour de ma vie, j'avais un mois, c'était le 8 juin 1980, j'avais un mois, c'est le jour de mon baptême. Et je m'en souviens pas du tout. J'aime bien dire ça. Donc c'est le plus beau jour de ma vie, je m'en souviens pas du tout. Et mes parents, ils ont jamais cherché à négocier avec moi. Et c'était pas le dimanche matin. Bon, est-ce que tu veux aller à la messe, Philippe? Non. Aller à la messe, c'était comme aller à l'école. Ils ont jamais négocié. Ils m'ont jamais forcé. Mais la question se posait pas. Et maintenant, j'ai remercié parce que je vais pas à la messe parce que je me fais du bien, parce que j'y trouve quelque chose, parce que je vibre au son de la chorale. Je peux aller à des messes où la chorale chevrotte, où les homélies, franchement, pas top. J'y vais pas parce que j'en ai besoin ou parce que j'en retire quelque chose. J'y vais pour rencontrer Jésus. Et donc, finalement, je me pose pas la question. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'y vais. J'y vais. Donc, je sais que les messes, c'est pas toujours facile. Surtout à votre âge, de comprendre, etc. Surtout quand on n'est pas aidé par la chorale qui chevrotte, la chorale de Biquette et les homélies parfois pas top. Mais quand vous y allez à la messe, pas pour ce que ça vous apporte, mais pour Jésus, je vous assure, ça change tout. Même une messe qui est pas top, elle est géniale. Donc je vous encourage à persévérer, parce que ça vous donne vraiment des clés pour vivre la messe. Allez-y gratuitement. Gratuitement. Ça y est, j'ai fait ma pub. Et puis il y a des très bonnes homélies du père Romuald. Alors, très bonne question. Que faites-vous contre le mariage pour tous? Alors, je dois vous dire une chose. Je suis quand même assez flippé de voir les slogans des manifs contre le mariage pour tous. Donc s'il y en a par exemple qui disent ici moi franchement je vois pas pourquoi s'opposer, je suis plutôt pour, je me mets à leur place et quelque part je les comprends. Je les comprends, même si je crois vraiment que c'est une loi très grave. C'est une loi très grave et qu'il faut qu'on s'y oppose. Le problème, c'est qu'à mon avis, on n'a pas choisi les bons arguments. Puisque le mariage pour tous est en train de passer au nom de l'amour homosexuel et de la reconnaissance des personnes homosexuelles.
Et puis ben, nous, on arrive avec nos pancartes, enfant, enfant. Est-ce on n'a pas rejoint les pro-mariage pour tous dans leur argumentaire? Donc, eux, ils ont coupé la loi en deux en disant « Ah bon, vous parlez pas d'amour homosexuel, des personnes homosexuelles? Bon, ben on fait passer la loi. Et puis après, on discutera avec vous des conséquences. » Enfin, en fait, on n'en discutera pas parce que même au niveau législatif, j'en parle avec des juristes, ils me disent « Donner le mariage, de toute façon, c'est même donner les conséquences du mariage sur la filiation. Donc, il n'y aura même pas d'états généraux de la famille. Il n'y en aura pas. » Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on comprenne que le mariage, ce n'est pas que la question des enfants. Évidemment, il y aura des conséquences sur les enfants. Il y aura des conséquences. Et moi, je les vois parce que on n'a pas attendu, nous, couples homosexuels, d'avoir le mariage pour déjà avoir des enfants par un biais détourné. Et moi, je connais les situations, certaines situations, c'est juste... même si ça a été raconté dans un film, on ne le croirait pas. Donc, mais il faut qu'on s'adapte à l'argumentaire des pro-mariage pour tous, qui défendent l'amour homosexuel. Donc en fait, l'enjeu de cette loi, c'est la défense de la pratique homosexuelle, justifiée comme un modèle social d'amour. Et l'autre enjeu, c'est de dire que la différence des sexes, elle est annexe. Elle est annexe dans l'amour, et après dans la création d'une famille, ce qui est faux. Ce qui est faux. Alors, c'est ça qui est... Enfin, moi je trouve que c'est assez subtil de la part des pro-mariage pour tous. Ils disent, mais qu'est-ce que ça vous changera? Ça va rien vous changer. On remet même pas en cause le fait qu'il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. Donc vos pancartes, papa plus maman égale enfant, vous avez raison. On le remet pas en cause, on n'interdit pas la différence des sexes. On vous empêchera pas de vous marier femme-homme comme avant et d'avoir des enfants à l'ancienne. Donc qu'est-ce que ça vous change que le mariage passe ou pas? C'est ce qu'on nous dit, hein. Ça change tout. Ça change tout parce que la loi va dire que la différence des sexes, c'est annexe. C'est pas obligatoire dans l'amour. On va dire, un être pour exister, il est pas sexué déjà, on nous dit par le gender, on nous dit homme ou femme, c'est pas vrai, tout ça c'est des identités culturelles, hein. C'est flou, on peut choisir qui on est. En amour, on nous dit l'important c'est d'aimer, que ce soit deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme, peu importe, la différence des sexes c'est annexe. C'est ça qu'on nous dit, et c'est ça que va dire la loi. On nous dit, ceux qui peuvent se marier, c'est un homme et une femme, ou des couples de même sexe. Donc on dit en gros, la différence des sexes, on s'en bat. Et après, sur la famille, c'est pareil. On dit pour composer une famille, il n'y a pas besoin de la différence des sexes. On peut très bien avoir un enfant quand on est deux hommes, ou quand on est deux femmes. Et qu'une loi dise ça, c'est hyper grave, parce que vous voyez bien, moi je suis prof et j'ai des élèves de votre âge, mais autant, évidemment, il y a des personnes qui ont grandi sans la différence des sexes et qui grandissent très très bien, mais on voit que quand ça déconne dans la vie de quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. C'est souvent, en règle générale, parce que au niveau des parents, il n'y a pas eu assez d'amour entre les deux parents. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Les délinquants, vous regardez la vie de ceux qui font le mal et qui ne savent plus, qui n'ont plus de repères, c'est en général au niveau de la famille et de la relation entre le père biologique et la mère biologique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le dire, mais n'empêche que c'est ça. Donc, dire que la différence des sexes est annexe, c'est faux, et c'est créer encore plus de mal-être chez l'individu, chez les personnes. Parce que on a tous besoin, c'est universel, on a tous besoin que notre père biologique et notre mère biologique s'aiment. Et s'ils s'aiment pas, c'est un drame. C'est un drame.
Alors après, il y en a qui vivent ce drame-là et qui s'en sortent très très bien. Je suis pas en train de dire enfant du divorce égale vie ratée, pas du tout. Il y a des enfants qui grandissent avec un père et une mère qui s'aiment et puis qui n'en profitent pas. Et puis il y a des enfants qui naissent sans leurs parents unis et puis qui après arrivent à construire quelque chose de solide. Donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a tous besoin, pour vraiment se construire et aimer, on a besoin que nos parents biologiques s'aiment. Donc une loi qui dit « Oh, la différence des sexes, s'en fout », mais vous voyez pas la gravité de identitaire et dans l'amour, c'est hyper grave. Donc oui, moi je m'oppose au mariage pour tous, pour 2 raisons. Je veux pas de la banalisation de la différence des sexes. Parce que c'est un trésor tellement important pour se construire, je ne veux pas qu'une loi banalise la différence des sexes. Et je ne veux pas non plus qu'on dise que la pratique homosexuelle ou le couple homosexuel, c'est un modèle structurant pour une société, parce que ce n'est pas vrai. On peut reconnaître qu'il y a des couples homosexuels qui existent, on peut assurer la sécurité et des droits à chacun des 2 membres, sans justifier le couple homosexuel comme modèle social. Malheureusement, ce que je vous dis là, en général, on est tétanisé, on a peur de le dire. Donc on va dire, alors parler d'amour, non, on va se faire traiter d'homophobe. Parler de la différence des sexes, ouais, mais il y a des couples qui l'intègrent et franchement, c'est pas un exemple de réussite. Non, on va parler que de l'enfant. Mais parler que de l'enfant, c'est déjà bien, parce que la loi va instaurer, va permettre qu'un enfant ait minimum 3 parents. Là, les sénateurs, au départ, ils se positionnaient pas, ils savaient pas trop quoi penser, mais là, quand ils voient dans les textes, oh là, ah mince, ah oui, on va permettre qu'un enfant ait minimum 3 parents, voire 4, voire... Là, ils se disent, il y a un problème là, il y a un gros problème. Mais n'empêche que ça, c'est une conséquence de la pratique homosexuelle, c'est une conséquence aussi de la banalisation de la différence des sexes. Donc il faut qu'on ait le courage de parler des 2 enjeux de cette loi-là, au-delà des enfants. Parce que là, pour l'instant, moi, je me suis retrouvé le 13 janvier sur un char marqué en gros filiation. Et j'étais au podium final. J'ai parlé devant des millions de gens. Et je disais, mais on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. D'un côté, ils nous parlent amour, et nous, on parle filiation. On ne se rejoint pas. Et donc, ils vont faire passer le mariage au nom de l'amour. On est mal barre. On est mal barre. Et Erwan Binet, parce que je suis passé à la télé avec lui, le rapporteur officiel de la loi, le lendemain du 13 janvier, sur Radio Notre-Dame, il n'avait que le mot amour en bouche. Et comme personne n'en parle, et que les gens qui fonctionnent à l'affectif ne veulent pas entendre les raisonnements sur l'enfant, qui peuvent être très bien argumentés, mais eux, ça les intéresse pas. Eux, l'important, c'est d'être sympa. Il faut être sympa avec les personnes homosexuelles, et il faut être sympa, il faut reconnaître l'amour. Et eux, ils s'en moquent. Ils s'en moquent de savoir qu'en fait, c'est une loi qui ne respecte pas les personnes homosexuelles, parce qu'en fait, on nous donne un cadeau, mais qui ne nous correspond pas, puisque le mariage, c'est ce qui fonde la différence des sexes et qui est fondé par la différence des sexes, et puis en plus c'est ce qui ouvre à la génération. Et le couple homosexuel, il correspond pas à ce cadeau-là, parce qu'il n'intègre pas la différence des sexes, et il n'est pas procréatif. Donc en gros, c'est comme si on nous refilait un pull taillé 6 ans. Tiens, super cadeau. Tu pourras pas le porter, mais c'est un super cadeau. Comment voulez-vous qu'on le veuille? Si vous interrogez les personnes homosexuelles, on ne veut pas du mariage. On n'en voulait pas avant que ça nous soit présenté comme un signe de reconnaissance sociale. Mais avant, on n'en voulait pas. En fait, nous, on veut pas du mariage, on veut du droit au mariage. Pour avoir le droit de le refuser. Ou alors, on veut du mariage pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Donc ça se fait passer pour un grand élan de générosité, mais en fait, c'est pas réel. Ou alors, on veut du mariage en tant que symbole patriotique de l'évolution des droits LGBT, ou en tant que symbole d'équivalence d'amour universel. Mais le mariage en lui-même, vous nous en parliez il y a encore 5 ans, c'était le carcan bourgeois à surtout pas reproduire. On n'en veut pas. Et d'ailleurs,
ça va se passer comme pour le Pacs. Le Pacs, maintenant, il n'y a que 5% de couples qui demandent le Pacs, couple homo. Alors que, à la base, la loi du Pacs est passée en notre nom. Mais en fait, on a joué la comédie pendant quelques années, mais maintenant, on s'en fout. Hein. Et le mariage, c'est pareil. On ne voulait pas se marier. Et ça va faire comme dans les pays du Nord. C'est que ça va devenir finalement un mariage qui... Alors déjà, le taux de divorce dans les pays du Nord, sur les couples homosexuels, c'est énorme. Et ça va devenir une minorité de personnes homosexuelles qui vont se marier. On va jouer la comédie pendant 2-3 ans, et puis après on va se calmer. Donc ça correspond pas à un désir profond. Et je crois que c'est une loi homophobe pour cela. C'est que ceux qui défendent le mariage pour tous, si vous regardez bien, c'est ceux qui ne le vivent pas et qui respectent pas le mariage. Ceux qui vivent vraiment le mariage, ils veulent pas nous le donner. Vous écoutez Madame Taubira, elle dit, le mariage, elle l'a dit à l'Assemblée nationale. Alors moi j'ai été cité à l'Assemblée nationale par Jean-Frédéric Poisson, mais Madame Taubira, elle a dit, ben, le mariage c'est une institution de l'exclusion. Ben, pourquoi tu veux nous le donner alors? Tu le gardes quoi? Non mais c'est fou, c'est-à-dire que regardez ceux qui défendent le mariage pour tous, c'est ceux qui ne croient plus au mariage et qui nous refilent en gros ce qu'ils ne veulent pas. Mais merci du cadeau. Donc ça c'est de l'homophobie. Pour moi c'est de l'homophobie, on nous refourgue ce que l'on ne veut plus. Et c'est ceux qui divorcent à gogo et qui croient plus au mariage, qui se trompent allègrement, qui défendent le mariage pour tous. Regardez bien, c'est pas ceux qui vivent vraiment le mariage. Donc ça fait réfléchir. Et puis en plus, on veut notre bien mais sans le faire. C'est comme si, moi je vous donnais, je sais pas, par exemple, le droit de voler. Parce que vous avez toujours rêvé de voler dans les airs. Je peux vous donner le droit de voler avec certificat et tout. Est-ce qu'une fois que je vous l'aurai donné, vous partirez dans les airs? Bah non. Bah non. C'est-à-dire qu'un droit n'est positif que s'il s'adapte à la réalité des personnes à qui il est donné. C'est pas... Parce que certains disent, oui, mais bon, pour respecter les personnes homosexuelles, il faut leur donner ce droit-là. Mais un droit n'est pas positif en soi. Le droit de voler ne vous permettra pas de voler. Et nous, si on nous donne le droit de nous marier, c'est pas pour ça qu'on vivra du mariage. On n'en vivra pas. Même si on aura le droit de se marier. Parce que l'expérience du mariage, c'est l'expérience de la différence des sexes et après de la procréation. Donc, même si on a le droit de se marier, on ne connaîtra pas le mariage. La réalité du mariage. Le regard des autres sur votre homosexualité, foi. Quel est-il? Comment réagissez-vous? Est-ce que ça vous gêne? Alors, en général, le fait que je sois et homo et catho, on se dit, oulala, il est homophobe. Il est homophobe, soit il refoule son homosexualité pour faire plaisir aux cathos, soit il ment. Il ment, il n'est pas vraiment continent. Parce que les gens veulent absolument qu'il y ait une opposition entre les deux. Alors qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition parce que l'Église, si vous regardez bien ce qu'elle dit pas aux personnes homosexuelles, non, tu n'es pas homo, c'est une passade, tu vas te marier. Elle dit pas ça. L'Église, elle dit, mais t'es homo? Eh ben écoute, on t'accueille. On t'accueille, viens. Il y a de la place pour tous les blessés de la vie. Et donc, toi, t'es autant blessé que nous, on t'accueille. Moi, je me suis jamais fait rejeter par un prêtre. Je me suis jamais pris une porte de confessionnal dans la gueule. Même ceux qui m'accueillent le mieux, je peux vous le dire, c'est les cathos. C'est les cathos. Alors que je pourrais être invité aussi dans les locaux LGBT, dans le milieu associatif. Moi, je suis autant chez moi dans une église que dans un bar gay. Eh ben, c'est les cathos qui me font le meilleur accueil. Et pourtant, certains, ils se disent, ah, il va parler d'homosexualité, il va le justifier. C'est qui ce mec-là, un peu permissif, qui parce qu'il parle d'homosexualité, forcément, il est prosélyte. Mais je vous assure que parler d'homosexualité, telle que je la vis, c'est donner finalement à l'Église tout son sens. Et j'explique que ce qui est marqué ce qui est dit par le pape, ce qui est dit par les évêques, ce qui est dit par l'Église, je l'ai entendu de mes propres amis homosexuels.
alors qu'eux, ils sont athées. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que l'Église, elle est tellement proche de l'homme, elle est tellement au cœur de l'humanité, parce que c'est le cœur de c'est le mystère de Jésus incarné, que j'ai découvert que l'Église avait raison par mes amis homosexuels dans une boîte, boum, 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 boum. C'est eux qui m'ont dit exactement ce que dit l'Église. Parce que par exemple, quand l'Église dit les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, eh ben, le désordre, moi j'ai relevé dans les œuvres homosexuelles, chaque fois que le personnage parle du désordre, et il le dit, et je pense qu'il se base pas sur ce que le catéchisme de l'Église catholique. J'ai entendu de mes amis ce que dit l'Église. Donc je me dis, l'Église, franchement, top quoi. Top. Parce que certains disent, ouais, ce que dit l'Église sur l'homosexualité, bon, c'est contextuel, c'est les persécutions, c'est Saint Paul, bon. C'est pas tellement vrai, ou ils sont un peu déconnectés, voire homophobes. Moi je peux vous dire que pas du tout. C'est justement par l'Église qu'on découvre vraiment que les intellectuels homosexuels qui parlent d'homosexualité, ils sont à côté de la plaque. On va s'arrêter là. Bon, je conclue alors. Je suis désolé, finalement j'ai pas traité toutes les questions, mais 5 minutes. Bon, j'ai le temps de traiter une dernière alors. C'est la meilleure, la dernière. Allez, Rose. Ah, ben voilà. Avez-vous déjà eu une relation avec une femme? Et j'ai souvent cette question-là. Quand je vous disais, il y a beaucoup de personnes homosexuelles, surtout de votre âge ou un petit peu plus vieilles, qui sont allées à l'homosexualité parce qu'en fait, elles ont été dégoûtées de l'autre sexe. Je connais pas mal de filles, notamment, qui d'abord ont commencé par la bisexualité et puis après qui ont choisi un chemin d'homosexualité parce qu'en fait, elles sont tombées sur des gars qui les ont pas respectées. Et nous, garçons, c'est la même chose. Et de plus en plus, je le vois. Des peines de cœur, quelque chose qui n'a pas été digéré. Parce qu'au départ, bah voilà, on pensait avec nos idéaux, etc., que c'était... Et on a été blessés. Donc, oui, je reconnais, moi, que j'ai une blessure et j'ai peur des femmes. Et pourtant, je cache bien mon jeu. À l'école primaire, j'étais toujours avec elles. À l'école maternelle, je jouais à la corde à sauter, je dessinais des filles, les filles de ma classe me demandaient des dessins, enfin vous voyez. Mais pour autant, cette proximité montrait que j'en avais peur. Parce que je les mettais sur un piédestal, mais il fallait surtout pas qu'elles soient fragiles. Et donc, je crois qu'au niveau de la misogynie, j'en ai parlé de la misogynie dans le milieu homosexuel, c'est-à-dire la haine des femmes, elle est très très marquée. Et pourtant on passe pour les meilleurs amis des filles. Mais c'est une illusion, parce qu'on les aime à partir du moment où elles sont toutes puissantes. Dès qu'elles sont fragiles, elles ne nous intéressent plus. Et moi, par rapport aux filles, j'étais jamais sorti avec une fille jusqu'à mes 29 ans. Je suis sorti avec ma meilleure amie, parce qu'on avait une relation géniale, et j'ai cru que l'amour pouvait m'aider à dépasser mon homosexualité. Parce que voilà, l'amour c'est une personne, c'est pas une orientation sexuelle, donc même si mon orientation sexuelle se dirige vers les garçons et que les filles, franchement, même si je vous trouve très jolie, je trouve les garçons plus jolis. Et pourtant, vous voyez, j'ai essayé d'imiter les actrices. Moi, les actrices, je les trouve superbes. Mais, voilà. Mais j'ai cru que l'amour pouvait m'aider à dépasser ça. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu avec cette meilleure amie-là. Donc on est allé jusqu'aux fiançailles. Et puis après, j'ai senti qu'en fait, le manque d'attraction corporelle jouait sur mes sentiments. Que je l'attendais pas. Je l'attendais pas avec impatience quand elle venait à la gare.
je n'étais pas impatient, j'étais assez sec. Pourtant, je fournissais des efforts colossaux pour l'embrasser. Et elle en souffrait énormément. Et on ne peut pas se permettre, je crois, de frustrer la personne avec qui on est en couple au niveau de la sexualité. Et puis moi, le fait que je sois pas attiré physiquement, et pourtant c'est une jolie fille, eh bien ça jouait sur mes sentiments. Alors ce que je vous dis là, c'est pas pour décourager ou dire l'homosexualité est toute puissante. Parce que je connais des amis où vraiment ils n'avaient pas une homosexualité très profondément ancrée. Et ils ont redécouvert, grâce à une personne du sexe complémentaire, leur identité de garçon ou leur identité de fille. Je connais même un ami, il traînait dans des sphères amicales un peu branchouilles, un peu artistiques à Paris, et il commençait à développer des manières, voilà. Et grâce à Mélanie, ce gars-là, il s'est masculinisé. Franchement, je l'ai vu, et même elle le dit, et il était en fait dans un rôle. Et il y en a qui sont dans des rôles. Donc, je crois que beaucoup de personnes peuvent raccommoder leur féminité blessée ou leur masculinité blessée grâce à la rencontre de l'autre sexe. Parce que c'est la différence qui nous relève, c'est la différence qui nous ouvre. Et la différence des sexes, c'est le meilleur baume au cœur de notre identité. Mais maintenant, ce n'est pas vrai, je pense, pour toutes les personnes. Alors moi, je sais pas, hein, je vous dis, ça n'a pas marché avec ma meilleure amie. Je dis pas que ça marchera jamais, je sais pas comment je vais évoluer. Je sais pas quel chemin même j'aurai avec elle. Et elle souffre énormément parce qu'elle se dit, mais punaise, mais t'as tout du mec. Sauf au niveau de la sexualité, mais sinon t'as tout du mec. C'est difficile pour elle. Et moi, là, je vois ma propre limite. Je vois qu'il y a une limite que pour l'instant, je peux pas dépasser, mais j'en sais rien. Je sais pas comment mon homosexualité va évoluer. Je n'en sais rien. Et je ne dois pas m'enfermer dans un rôle, même si mon homosexualité a l'air ancrée durablement. Parce que voilà, l'amour débloque beaucoup de choses. La personne aimée débloque beaucoup de choses. Et mon homosexualité n'est pas reine. Voilà. Donc c'était une très bonne question, une très bonne dernière question, et je vous remercie de votre attention. Alors je suis là pour discuter avec vous. Je ne suis pas contagieux, c'est-à-dire que des garçons peuvent aussi venir me parler, ce n'est pas faire son coming out. Non mais je le dis, hein, parce que même au contraire, je trouve qu'un garçon vienne me parler, c'est la preuve même qu'il est pas homo ou parce qu'il est bien dans sa sexualité. Voilà. Et puis j'ai 4 livres pour ceux qui s'intéressent, voilà. Et acheter mon livre, ce n'est pas faire son coming out. Au contraire.